Bonjour, mercredi 12 décembre, il est 8h en Israël, 7h en France. Merci de nous retrouver sur Guisen Télé, une nouvelle émission sur le thème aujourd'hui de l'amour. Enfin l'amour entre autres choses et notamment l'amour et la chose politique. Pour en parler, nous sommes avec Samir Benlaïchi, notre spécialiste du monde arabe, et Joël Gadj, notre psychologue spécialiste en psychopathologie, notamment chez l'enfant. Nous prendrons comme support ce film sorti il y a peu sur les écrans français, Would You Have Sex with an Arab, littéralement traduit, feriez-vous l'amour avec un arabe, ce film de Yolande Zoberman et qui a éveillé l'enthousiasme dans l'Hexagone. On commence tout de suite par un point sur l'actualité au 9e jour de la grève des infirmières. Hier, ce ne sont donc pas moins de 6000 interventions chirurgicales qui ont été différées. Le tribunal du travail de Tel Aviv a jugé hier soir que la grève des infirmières était légale. La grève entre donc dans son 10e jour. Aujourd'hui, il semblerait qu'un accord entre le Trésor et les infirmières soit en revanche encore loin d'être conclu. Le ministre de la Défense et commandant des forces armées égyptiennes, Abdel Fattah al-Sisi, a annoncé hier avoir convié le président islamiste Mohamed Morsi et l'opposition à une rencontre aujourd'hui pour tenter de sortir de la crise actuelle. Le général Sisi appelle à une rencontre pour l'amour de l'Égypte qui réunira les partenaires de la patrie en présence du président de la République, le gouvernement, l'élite politique, les courants politiques, toutes tendances confondues. C'est ce qu'a indiqué donc l'armée dans un communiqué publié sur sa page Facebook. L'actualité en Syrie, une série d'attentats à la bombe ont tué et blessé dans le centre de la Syrie environ 200 habitants d'un village alaouite, la minorité religieuse dont est issu le président Bachar el-Assad. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis notez que le président américain Barack Obama a reconnu hier le principal groupe d'opposition syrien comme étant le seul représentant légitime du peuple syrien. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC, Barack Obama a qualifié la reconnaissance de la coalition de l'opposition syrienne nouvellement formée comme un grand pas dans les 10 efforts internationaux de renverser le président syrien Bachar el-Assad. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a affiché hier la disponibilité de son pays à aider les autorités libyennes dans le renforcement de la sécurité du pays. En faisant le bilan de la visite de son homologue libyen, Abdelmalek Sellal a indiqué que cette visite est prometteuse et constitue un nouveau départ pour l'avenir des relations bilatérales, ajoutant avoir convenu avec la partie libyenne de soutenir les efforts consentis par le gouvernement en faveur du renforcement de cette relation et la réédification des institutions libyennes. Le gouvernement japonais a annoncé hier qu'une fusée nord-coréenne était passée au-dessus de l'île nippone d'Okinawa 12 minutes après avoir été tirée depuis la Corée du Nord et que Tokyo n'avait pas essayé de l'abattre. La Corée du Nord avait d'abord annoncé vouloir lancer la fusée UNA du 10 au 22 décembre avant d'élargir la fenêtre de tir jusqu'au 29 décembre. Les autorités japonaises avaient toutefois maintenu l'état d'alerte maximale. Et puis on termine avec le mariage gay légalisé en 2013 en Grande-Bretagne. Le gouvernement conservateur britannique s'est prononcé hier en faveur du mariage homosexuel civil. Mais la loi qu'il entend soumettre début 2013 au Parlement maintiendra le caractère illégal d'une telle union au sein de l'Église officielle anglicane. S'appuyant sur les résultats d'une consultation populaire sur ce débat lancé par le gouvernement entre mars et juin dernier qui a recueilli 228 000 réponses, parmi lesquelles 53% étaient favorables au mariage de personnes de même sexe. Le ministère britannique de la Culture chargé des questions d'égalité a annoncé donc une évolution historique. Voilà, c'est donc tout pour l'actualité. C'est justement le thème du mariage que l'on va aborder aujourd'hui avec vous, Samir, Joël, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Pourquoi parler de Roméo et Juliette version Proche-Orient ce matin? Eh bien, on resitue le contexte. Would You Have Sex with an Arab? C'est un film qui est sorti il y a peu en France et qui n'est pas passé inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire que la question n'est pas simple, tout du moins quand on la pose en Israël. Et on verra que les réponses non plus ne sont pas simples. Yolande Zoberman souhaitait au départ écrire un texte sur Golda Meir, on y reviendra. Elle termine sur la question du désir humain, politisé ou pas. Et sur l'intime, on regarde la bande-annonce. An Israeli out of 5 is an Arab. 1,500,000 Arabs that no wall isolates from their fellow Jewish citizens. My question is, would you have sex with an Arab? With a Arab? Yes.
No, I don't think so because I'm Jewish. Not yet. If I find a sympathetic Palestinian girl beautiful, why not? So my question is, would you have sex with an Israeli Jew? I did. I had sex with Jewish girls. Oh, that's too much. Well, I fuck identities. What is this? So when we did it, it was me making peace with the people. It's quite an adventure to go out in Tel Aviv at night. It's almost a crime to be mixed couple. There is no reason why it should be like this. I'm angry? Sure, every day I'm angry. Of course, enemies are couple, but it doesn't mean that you can solve the Palestinian problem in bed. The fight into all this problem. The fight. What's called the enemy? Who is the enemy? I don't know. You create your enemies. That can be another way. Un documentaire qui pose une question, mais en fait qui en pose deux. Est-ce que would you have sex with an Arab? C'est une des questions. L'autre question, c'est est-ce que vous accepteriez de faire l'amour avec un Israélien juif? Ce sont les deux questions que Yolande Zoberman pose dans ce documentaire film. Samir, la volonté pour Yolande Zoberman, la réalisatrice, c'est de bousculer simplement. Est-ce que c'est une question qui appelle une réponse finalement, ou une question qui appelle simplement un bouleversement, bousculer les mentalités? Oui, la question n'est pas anodine, c'est-à-dire c'est une question politique, mais déguisée sous forme d'une question intime. C'est-à-dire c'est vraiment une question de frontière. C'est-à-dire c'est autrement dit ce que on peut désirer l'autre, ennemi ou pas, désirer l'autre palestinien, arabe, israélien. Et donc c'est une question sur le conflit. Parce qu'on a tout dit sur ce conflit, mais on veut poser la question autrement. Est-ce qu'on peut faire l'amour avec l'ennemi mais la question n'est pas naïve pour autant. C'est-à-dire, elle sait qu'on ne peut pas résoudre un conflit aussi compliqué comme le conflit palestino-israélien simplement en faisant l'amour avec l'autre. Donc, mais en même temps, on pose cette question, est-ce qu'on peut traverser la frontière? Donc le but de ce film, c'est pas de conclure « faites l'amour, pas la guerre », c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien de comprendre finalement si, en d'autres termes, on peut faire rentrer l'ennemi dans son lit, et où justement, comment définir cet ennemi? C'est aussi une définition de l'ennemi dans ce documentaire. Oui, peut-être le lit national, c'est-à-dire est-ce qu'on peut coexister avec l'autre, mais dans des frontières nationaux, c'est-à-dire peut-être dans un pays binational, mais peut-être pas l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi avec qui je fais la guerre, mais peut-être l'autre dans l'idée, c'est-à-dire dans la notion large du terme, c'est-à-dire l'autre qui c'est-à-dire à chacun son ennemi. C'est-à-dire même quand c'est vraiment un film, c'est vrai, on peut le voir en pensant pas seulement au Proche-Orient, pas seulement aux Palestiniens, aux Israéliens, en pensant à l'autre. D'ailleurs, Yolande Zoberman avait déclaré lors d'une de ses interviews qu'elle avait aussi pensé à ce qui s'était passé en Afrique du Sud au moment de l'apartheid, etc. Et que c'était aussi une question qui lui était venue à l'esprit. Est-ce que vous, en analyste de la situation au Proche-Orient et particulièrement en Israël, est-ce qu'on peut considérer ce phénomène comme un véritable phénomène ou comme un épiphénomène? Est-ce qu'il y a un réel bouleversement dans la société israélienne au niveau des couples mixtes? Pour élaborer cette émission, on a fait quelques recherches. On a du mal à trouver des chiffres clairs, précis sur le nombre de couples mixtes en Israël. On parle du chiffre de 3% de couples mixtes. Ça englobe les personnes originaires notamment de Russie. 3%, est-ce que on peut parler d'un phénomène? Non, on ne peut pas parler d'un phénomène. Bien sûr, il y a des contacts. C'est-à-dire, là où il y a des corps, il y a des contacts. Donc les gens se rencontrent, surtout dans les universités, surtout à Tel Aviv, à Haïfa, peut-être pas dans les villages, dans les petites villes et les petits villages. Bon, enfin,
Mais on ne peut pas parler d'un phénomène. C'est vrai, il y a des flirts, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire les gens ne se marient pas parce qu'ils savent qu'il y a des obstacles. Mais il y a des couples mixtes, qu'on appelle les couples mixtes. D'ailleurs, tous les mariages sont mixtes, même quand c'est entre Israéliens et Juifs. Mais je parle d'un mec israélien, juif, et une fille palestinienne. Ça existe dans l'autre sens. C'est pas un phénomène, mais ça existe. Alors, c'est pas un phénomène, ça existe. Joël, vous, est-ce que vous rencontrez des couples mixtes, même si on est bien d'accord sur le fait que tout couple est donc par définition mixte, mais est-ce que vous en rencontrez et dans quel état sont-ils? Pourquoi viennent-ils vous voir? Quelles sont leurs interrogations? Alors, à vrai dire, ils viennent pas forcément consulter parce qu'ils sont mixtes, parce que c'est pas c'est un choix. Alors, le tout est de savoir comment ils portent ce choix. Et très souvent, on va pouvoir faire un parallèle entre un couple classique, en apparence en tout cas, et un couple mixte. Le problème va se poser sur les familles, l'entourage, le groupe social, les enfants, quand ils vont revendiquer une appartenance ou pas. Et c'est souvent la pression du groupe qui va venir signifier la question. Au départ, la question ne se pose pas vraiment. Le couple se rencontre, deux personnes se rencontrent. Finalement, ça rejoint un petit peu la question du reportage et du film. Deux personnes se désirent, deux personnes s'apprécient. La question de l'élaboration, des problèmes éventuels et du questionnement viennent après, comme pour tout couple. Sauf que là, alors, de quoi parle-t-on? D'un couple mixte en Israël ou d'un couple mixte en dehors? Et là, les problèmes sont différents. Le groupe social n'est pas le même. La famille va se poser en groupe de pression, par exemple. C'est très important, je pense, à l'extérieur. Je pense en France, par exemple. La famille va venir revendiquer l'identité très fortement. Ici, c'est le groupe social dans son intégralité qui va venir... Alors, le groupe social, on en reparle justement, puisqu'en Israël, vous parliez du distinguo à faire entre la France et Israël. En Israël en particulier, il n'y a pas de mariage civil. Non, ça n'existe pas. Donc, si un musulman veut se marier avec un juif, il faut qu'il se marie ailleurs, soit en Europe, soit à Chypre, soit quelque part. À l'étranger, comme ça se fait souvent, finalement, est-ce que c'est pas une façon pour le gouvernement aussi israélien, puisqu'on entend des voix plutôt dissidentes, notamment d'Avigdor Lieberman ou encore de Yair Lapid, qui veulent instaurer le mariage civil? Est-ce que c'est pas une façon, avec cette non-loi, ce non-mariage civil en Israël, de faire pression, le gouvernement qui fait pression pour préserver l'identité juive? Bon, d'abord, il faut faire une distinction. C'est-à-dire le mariage civil, ça n'existe pas en Israël, mais l'État le reconnaît. C'est-à-dire on peut se marier en dehors d'Israël, mais quand on vient ici en Israël, l'État le reconnaît. C'est-à-dire on peut passer la frontière, et puis, mais on ne peut pas le faire d'une façon solennelle, religieusement, donc parce que les religieux, les rabbins, ou le refusent. Mais la pression, là, c'est-à-dire vous savez qu'on est là en état pas de guerre, j'allais dire, mais enfin de conflit. Non, pas de conflit, mais d'élection. Et là, tout est permis, c'est-à-dire on peut raconter des choses même si on n'y croit pas. Donc il faut. Mais c'est vrai, au fond de soi, on veut garder cette identité religieuse et on préfère se marier entre eux. Alors, on parle de politique, justement. Je vous propose de voir une partie d'interview de Yolande Zoberman, la réalisatrice donc, de ce documentaire, où elle se défend d'avoir voulu instaurer une chose politique, un fait politique à l'intérieur de ce reportage. Écoutez. And all the movie is about an experimentation. That experimentation with this small camera, with floating in the night of Tel Aviv, and also finding a door that I was looking for since years and years, which was the door of the Arab Israelis, but I never felt like doing something too political on it, though I think the film is political, but as a consequence, not as a first step. Suddenly that was the door to make also appear those people inside the Israeli society.
Joël, je vous voyais faire un signe de mécontentement quand vous entendiez Yolande Zoberman. Oui, parce que je suis pas tout à fait sûre que vraiment ce soit dénué d'objectifs. Alors, voilà, quand même ce qu'il politique. faut dire quand même Je suis pas tout à fait sûre. pour donner à nos téléspectateurs un petit voir ce qui se passe en arrière coulisses. Cette Yolande Zoberman est d'origine juive. Ses deux parents sont polonais, ont subi notamment les affres de la Seconde Guerre mondiale, et elle est en couple avec le co-réalisateur de ce film, qui lui est libanais, si je ne m'abuse. C'est vrai, c'est un journaliste libanais, il était correspondant sur le Proche-Orient du journal Libération, le fameux journal. Donc c'est lui qui a couvert d'ailleurs tout le conflit, la guerre de Liban en 1982. Il y a ces articles sur le conflit israélo-palestinien, sur la guerre. Lui, il a grandi au Liban. Donc finalement, c'est leur laboratoire, le laboratoire de ce documentaire, c'est fait chez eux, Joël? Oui, je voulais dire que le fait qu'elle annonce pas clairement que c'est un point de vue, une décision, et pourquoi pas une revendication, un point de vue éthique même, voilà, j'aimerais soutenir cette idée. Le fait qu'elle le porte pas clairement vient aussi, selon moi, éclairer aussi la difficulté qui a apporté cette mixité. On est quand même dans un tabou. Par rapport aux autres, on est quand même dans une douleur par rapport à sa propre filiation, et du coup on ne l'affiche pas comme une idée, comme une revendication, et du coup c'est ce qu'elle fait aussi sur son film, à savoir qu'elle pose une question tellement directe et tellement archaïque. Qui veut coucher avec un arabe, ou voulez-vous coucher avec un juif? On est dans des choses extrêmement archaïques, extrêmement pulsionnelles, et c'est ça qui interroge. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'elle veut perturber? Oui, je pense qu'elle veut heurter quelque chose, sauf qu'elle ne le porte pas jusqu'au bout, selon moi. Donc finalement, c'est ça que vous voulez, c'est ce point sur lequel vous voulez insister, c'est cet inconscient qui vient dans les méandres de notre activité au quotidien, qui vient nous influencer sans qu'on veuille le reconnaître, mais tout en continuant. C'est le travail du refoulement, c'est le travail de toutes nos barrières, de tous nos tabous. On en a tous. Il y a des tabous fondamentaux pour l'organisation sociétale. Je pense à l'interdit de l'inceste, par exemple. Et on a tous ces interdits. Vous parlez de l'inceste. Est-ce que, finalement, d'une certaine façon, on n'est pas formaté en Israël? Est-ce qu'on n'est pas conditionné? Alors, j'espère qu'on est conditionné à l'interdit de l'inceste, parce qu'aucune société peut fonctionner sans. Ça n'est pas du même ordre, là, par rapport à la mixité des couples, mais je pense qu'effectivement, l'endroit d'où on vient... Je pense qu'on n'est pas seulement en Israël, sur l'organisation d'une communauté. Justement, ces identités, elles sont fortes, hein, que ce soit l'identité, alors pour le coup, musulmane, l'identité juive. On est dans la frontière, et c'est très imbriqué tout ça, entre la religiosité, l'identité, la culture. Tout ça fait force, fait sens dans l'organisation d'une personnalité. Il faut travailler beaucoup avec soi pour se détacher ou pas de tout cela. Alors, pour faire écho à ces propos, Joël, Samir, est-ce que vous pouvez quitter quelques minutes, votre habit d'universitaire, de professeur et de spécialiste du monde arabe, pour parler un peu plus précisément de votre expérience personnelle? Ce film, ces questions, vous les êtes vous aussi posées? Oui, mais enfin, parce que moi aussi, je me suis marié avec une Israélienne juive, et on vit notre vie normalement. Mais ce qu'il faut... Nous, on a réglé nos problèmes par ne pas revendiquer nos identités. C'est-à-dire, on a effacé nos différences, et on vit... on parle jamais d'islam, de religion, alors, d'Israël. Je vous coupe, Samir. C'est pas une échappatoire. C'est possible d'effacer les différences dans un couple, dans la plus grande intimité qui existe? Effacer, je ne crois pas. Je crois que c'est une stratégie d'approche à moyen terme, parce qu'on n'efface pas une identité. Elle existe, et ce serait bien dommage d'ailleurs de la rayer complètement. Maintenant, comment on peut porter ça face à un enfant?
Ce serait bien dommage quand même que le fruit de cette union n'ait pas du tout Samir, d'ouverture vers ces identités formidables quand même. Vous avez une petite fille. C'est Comment vrai. vous lui enseignez cette différence ou les similitudes aussi que vous avez Pour l'instant, on lui parle en hébreu et puis moi, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Je vais peut-être un jour lui parler de ce que je suis et de je viens. Mais pour l'instant, je lui parle en hébreu, mais elle ne sait pas très bien de je suis. Bien sûr que je vais apprendre comment le faire dans les termes corrects. Il faut pas non plus la choquer parce que elle vit ici, elle ressemble à tout le monde. Je vais pas lui dire que vous êtes pas, tu n'es pas normal, donc tu es différente de tout le reste. Donc je vais peut-être apprendre. Il faut apprendre comment transmettre. Sa différence. Donc, comment on transmet la différence sans que ce soit un carcan, sans que ce soit réducteur? Moi, je crois qu'avant de transmettre, et c'est le problème de tous les parents, mix ou pas, quelle que soit leur identité, c'est d'être conscient de qui on est. C'est ça qui fait sens pour un enfant. C'est aussi ça qui fait sens quand on aime des choses. Est-ce qu'on les aime vraiment ou est-ce qu'on les fait par conformité? L'enfant perçoit ça. La question de l'identité, elle est effectivement fondamentale pour un enfant, mais ce qu'il entend, c'est est-ce que papa aime qui il est? Et à ce moment-là, il me le présente. Moi, j'en fais ou pas quelque chose. Mais tout ça, ça nécessite que les parents soient, j'ai presque envie de dire, à l'aise dans leur basket, avec qui ils sont, leur histoire. Et n'oublions pas qu'un individu ne vient pas de la génération spontanée. Il a des parents, il a des grands-parents. Ça a du sens, tout ça. C'est dans une culture, c'est dans une langue, c'est dans des souvenirs, c'est le goût d'un citron, le goût d'une odeur, etc. Tout ça fait partie de ce qu'on transmet à un enfant, j'ai presque envie de dire à son insu. Donc ça passe pas forcément par des choses intellectuelles, mais par un positionnement personnel qui est très important pour l'enfant. Donc ça sera pas dans la... on n'est pas quelqu'un de précis, on n'est ni juif ni arabe, tout ça c'est le côté religieux, mais on a une identité, ça c'est important. Et l'enfant va avoir besoin à un moment donné de savoir où il est enraciné, hein, sur quelle place de l'arbre il est. Ce principe de normalité, il recoupe un petit peu ce besoin de normes. Il recoupe un petit peu ce que vous disiez. On se souvient de la fameuse phrase de Ben Gurion qui disait « Quand il y aura des voleurs et des prostituées en Israël, alors Israël sera un pays normal ». Est-ce que finalement, c'est ça, c'est ce vers quoi tend Israël, d'être un pays normal au sens des valeurs plus européennes? Israël, vous voulez dire? Je sais pas, il n'y a pas un républicain israélien qui embrasse tout le monde. C'est-à-dire, il faut être juif pour être israélien. Et donc, aller vers l'autre, je sais pas, ça va prendre un peu du temps parce qu'Israël a toujours encore des problèmes avec son identité. Et son identité est basée sur cette idée religieuse qu'on est juif et puis on est un groupe identitaire, voire même ethnique. Donc pour régler ces problèmes, c'est vrai, heureusement qu'il y a un État d'Israël, c'est-à-dire l'État d'Israël. Et quand on a un État, on commence à penser autrement. On n'est pas dans les ghettos, on n'est pas dans les mélas du Maroc, on est dans un État. Et donc dans un État, il faut se comporter comme des souverains. Et quand on est souverain, on inclut l'autre, on va vers l'autre, si l'autre accepte bien sûr d'être inclus, c'est-à-dire d'être absorbé par notre culture et notre idée républicaine. Et il n'y a pas d'idée républicaine israélienne, c'est-à-dire à la française. Il y a une idée elle a un noyau religieux qui va peut-être rester là pour quelques années. Joël, vous vouliez réagir? Oui, je disais que parallèlement à ce noyau religieux, il y a aussi l'histoire. L'histoire, ces agressions multiples qui ont construit aussi... chez des personnes, chez un groupe, volontairement j'utilise ces termes, la nécessité d'une reconnaissance et d'une appartenance
Et c'est là où on est très embêté aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas que ce soit une reconnaissance uniquement religieuse, on veut que ce soit une reconnaissance et une appartenance de la terre, mais aussi de l'identité. Et après, quand on voit quelqu'un qui vient d'Europe de l'Est ou quelqu'un qui vient des pays du Moyen-Orient ou autre, on se rend bien compte que c'est compliqué. Alors on se réfère à une soirée de Shabbat, on se réfère pour avoir une identité commune. Mais finalement, c'est quand même très compliqué. Très compliqué, mais c'est un souci d'appartenance qui est nécessaire aussi à la construction. Alors, je voulais qu'on rappelle un petit peu cette personnalité qui importante autant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Giuliano Meir Khamis, il a participé à ce documentaire, vous le voyez sur ces images. Il a été tué dans des circonstances qui sont encore non élucidées, mais qu'on attribue, c'était a priori un meurtre islamiste. Giuliano, que vous voyez, était juif par sa mère, musulman par son père. Amos Gitaï disait de lui qu'il avait fait un pont de son corps. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il était apprécié ni d'un côté ni de l'autre? Il était autant désapprouvé d'un côté que de l'autre. Et il a d'une certaine façon jamais trouvé sa place réellement au sein d'aucune société. Est-ce que c'est ça le risque aussi? C'est sans tomber dans un extrême ou dans des raccourcis trop rapides, c'est d'enfanter des identités qui ne savent pas trop où elles en sont et qui ne sont ni bien là ni bien là-bas. Alors, l'intérêt là dans cette question, c'est de dire là-bas ou là. C'est la question de la terre. Je pense qu'un personnage comme celui-ci peut vivre effectivement en France, en Angleterre, en ayant une identité ou plusieurs et en revendiquant ces identités sans que le groupe social vienne faire une pression trop importante. Là, le choix était d'être ici. Alors ici, voilà, deux communautés se revendiquent la propriété de la terre et du coup, ça pose souci. Pour donner un exemple, moi, je connais des personnes issues de couples mixtes arabes, juifs, etc., qui vont avoir des difficultés à se situer, mais qui vont finalement porter cette identité, en faire quelque chose. Ici, c'est quand même plus compliqué. J'ai une dernière question, Joël, et on va terminer là-dessus puisque le temps vient à nous manquer. Finalement, pour résoudre, le mot est grand, mais pour résoudre ce conflit entre Israéliens et Palestiniens, est-ce qu'il ne faudrait pas, en plus de toutes ces discussions politiques, qu'on ait un psychanalyste derrière ? Je ne sais pas si un psychanalyste suffirait, mais je pense qu'effectivement, le respect de la différence, le respect de la spécificité et le respect des similitudes. Parce que quand même, quand on revient sur l'histoire, il y a tellement de similitudes entre les communautés, sauf qu'il faut aussi que chacun apprenne à respecter et à apprécier ce qu'est l'autre sans en faire. Et je reviens sur la notion qu'il y avait dans ce documentaire, qui m'a un petit peu gênée là pour le coup, de la question de l'ennemi. Est-ce que l'ennemi est collectif ou individuel? On le voit, individuellement, il n'y a pas d'ennemi. Mais la reconnaissance mutuelle, le respect mutuel des spécificités des uns des autres, je ne sais pas si c'est juste un psychanalyste qui va aider à ça, peut-être le temps, peut-être beaucoup de choses. Mais... Samir, le respect et une histoire à prendre individuellement, chaque individu particulièrement, c'est votre conclusion aussi? Ben oui, le respect de l'autre, c'est-à-dire l'autre dans sa différence, c'est-à-dire il faut respecter la différence de l'autre et puis accepter, je veux dire, il ne faut pas juger, c'est trop facile, il faut accepter et même quand on ne comprend pas, parce que nous on a un problème, il faut comprendre tout et rendre tout logique, c'est-à-dire accepter l'autre, même dans son incompréhension. C'est-à-dire même quand on ne comprend pas, même quand on est contre, même quand on ne sait pas ce que c'est, il faut accepter. Accepter l'autre même dans ces couloirs un peu plus sombres et ces zones un peu plus inexplorées. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur ce plateau et de nous avoir éclairés sur nos parties d'inconscient. Voilà, c'est donc ainsi que nous refermons cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres invités, d'autres questions d'actualité, d'autres confidences également. Même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. D'ici demain, portez-vous bien.
Bonjour, mercredi 12 décembre, il est 8h en Israël, 7h en France. Merci de nous retrouver sur GISN Télé, une nouvelle émission sur le thème aujourd'hui de l'amour. Enfin l'amour entre autres choses et notamment l'amour et la chose politique. Pour en parler, nous sommes avec Samir Benlaichi, notre spécialiste du monde arabe, et Joël Gedge, notre psychologue spécialiste en psychopathologie, notamment chez l'enfant. Nous prendrons comme support ce film sorti il y a peu sur les écrans français, Would You Have Sex with an Arab, littéralement traduit, feriez-vous l'amour avec un arabe, ce film de Yolande Zoberman et qui a éveillé l'enthousiasme dans l'Hexagone. On commence tout de suite par un point sur l'actualité au 9e jour de la grève des infirmières. Hier, ce ne sont donc pas moins de 6000 interventions chirurgicales qui ont été différées. Le tribunal du travail de Tel Aviv a jugé hier soir que la grève des infirmières était légale. La grève entre donc dans son 10e jour. Aujourd'hui, il semblerait qu'un accord entre le Trésor et les infirmières soit en revanche encore loin d'être conclu. Le ministre de la Défense et commandant des forces armées égyptiennes, Abdel Fattah al-Sisi, a annoncé hier avoir convié le président islamiste Mohamed Morsi et l'opposition à une rencontre aujourd'hui pour tenter de sortir de la crise actuelle. Le général Sisi appelle à une rencontre pour l'amour de l'Égypte qui réunira les partenaires de la patrie en présence du président de la République, le gouvernement, l'élite politique, les courants politiques, toutes tendances confondues. C'est ce qu'a indiqué donc l'armée dans un communiqué publié sur sa page Facebook. L'actualité en Syrie, une série d'attentats à la bombe ont tué et blessé dans le centre de la Syrie environ 200 habitants d'un village alaouite, la minorité religieuse dont est issu le président Bachar el-Assad. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis notez que le président américain Barack Obama a reconnu hier le principal groupe d'opposition syrien comme étant le seul représentant légitime du peuple syrien. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC, Barack Obama a qualifié la reconnaissance de la coalition de l'opposition syrienne nouvellement formée comme un grand pas dans les 10 efforts internationaux de renverser le président syrien Bachar el-Assad. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a affiché hier la disponibilité de son pays à aider les autorités libyennes dans le renforcement de la sécurité du pays. En faisant le bilan de la visite de son homologue libyen, Abdelmalek Sellal a indiqué que cette visite est prometteuse et constitue un nouveau départ pour l'avenir des relations bilatérales, ajoutant avoir convenu avec la partie libyenne de soutenir les efforts consentis par le gouvernement en faveur du renforcement de cette relation et la réédification des institutions libyennes. Le gouvernement japonais a annoncé hier qu'une fusée nord-coréenne était passée au-dessus de l'île nippone d'Okinawa 12 minutes après avoir été tirée depuis la Corée du Nord et que Tokyo n'avait pas essayé de l'abattre. La Corée du Nord avait d'abord annoncé vouloir lancer la fusée UNA du 10 au 22 décembre avant d'élargir la fenêtre de tir jusqu'au 29 décembre. Les autorités japonaises avaient toutefois maintenu l'état d'alerte maximale. Et puis on termine avec le mariage gay légalisé en 2013 en Grande-Bretagne. Le gouvernement conservateur britannique s'est prononcé hier en faveur du mariage homosexuel civil. Mais la loi qu'il entend soumettre début 2013 au Parlement maintiendra le caractère illégal d'une telle union au sein de l'Église officielle anglicane. S'appuyant sur les résultats d'une consultation populaire sur ce débat lancé par le gouvernement entre mars et juin dernier qui a recueilli 228 000 réponses, parmi lesquelles 53% étaient favorables au mariage de personnes de même sexe. Le ministère britannique de la Culture chargé des questions d'égalité a annoncé donc une évolution historique. Voilà, c'est donc tout pour l'actualité. C'est justement le thème du mariage que l'on va aborder aujourd'hui avec vous, Samir, Joël, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Pourquoi parler de Roméo et Juliette version Proche-Orient ce matin? Eh bien, on resitue le contexte. Would You Have Sex with an Arab? C'est un film qui est sorti il y a peu en France et qui n'est pas passé inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire que la question n'est pas simple, tout du moins quand on la pose en Israël. Et on verra que les réponses non plus ne sont pas simples. Yolande Zoberman souhaitait au départ écrire un texte sur Golda Meir, on y reviendra. Elle termine sur la question du désir humain, politisé ou pas. Et sur l'intime, on regarde la bande-annonce. An Israeli out of 5 is an Arab. 1,500,000 Arabs that no wall isolates from their fellow Jewish citizens. My question is, would you have sex with an Arab? With a Arab? Yes.
No, I don't think so because I'm Jewish. Not yet. Interesting. If I find a sympathetic Palestinian girl beautiful, why not? So my question is, would you have sex with an Israeli Jew? I did. I had sex with Jewish girls. Oh, that's too much. Well, I fuck identities. What is this? So when we did it was me making peace with the people. It's quite adventure to go out in Tel Aviv at night. It's almost a crime to be mixed couple. There is no reason why it should be like this. I'm angry? Sure, every day I'm angry. Of course, enemies are couple, but it doesn't mean that you can solve the Palestinian problem in bed. The fight, do all this problem. The fight. It's called the enemy. Who is the enemy? I don't know. You create your enemies. That can be another way. Un documentaire qui pose une question, mais en fait qui en pose deux. Est-ce que would you have sex with an Arab? C'est une des questions. L'autre question, c'est est-ce que vous accepteriez de faire l'amour avec un Israélien juif? Ce sont les deux questions que Yolande Zoberman pose dans ce documentaire film. Samir, la volonté pour Yolande Zoberman, la réalisatrice, c'est de bousculer simplement. Est-ce que c'est une question qui appelle une réponse finalement, ou une question qui appelle simplement un bouleversement, bousculer les mentalités? Oui, la question n'est pas anodine, c'est-à-dire c'est une question politique, mais déguisée sous forme d'une question intime. C'est-à-dire c'est vraiment une question de frontière. C'est-à-dire c'est autrement dit ce que on peut désirer l'autre, ennemi ou pas, désirer l'autre palestinien, arabe, israélien. Et donc c'est une question sur le conflit. Parce qu'on a tout dit sur ce conflit, mais on veut poser la question autrement. Est-ce qu'on peut faire l'amour avec l'ennemi mais la question n'est pas naïve pour autant. C'est-à-dire, elle sait qu'on ne peut pas résoudre un conflit aussi compliqué comme le conflit palestino-israélien simplement en faisant l'amour avec l'autre. Donc, mais en même temps, on pose cette question, est-ce qu'on peut traverser la frontière? Donc le but de ce film, c'est pas de conclure « faites l'amour, pas la guerre », c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien de comprendre finalement si, en d'autres termes, on peut faire rentrer l'ennemi dans son lit, et où justement, comment définir cet ennemi? C'est aussi une définition de l'ennemi dans ce documentaire. Oui, peut-être le lit national, c'est-à-dire est-ce qu'on peut coexister avec l'autre, mais dans des frontières nationaux, c'est-à-dire peut-être dans un pays binational, mais peut-être pas l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi avec qui je fais la guerre, mais peut-être l'autre dans l'idée, c'est-à-dire dans la notion large du terme, c'est-à-dire l'autre qui c'est-à-dire à chacun son ennemi. C'est-à-dire même quand c'est vraiment un film, c'est vrai, on peut le voir en pensant pas seulement au Proche-Orient, pas seulement aux Palestiniens, aux Israéliens, en pensant à l'autre. D'ailleurs, Yolande Zoberman avait déclaré lors d'une de ses interviews qu'elle avait aussi pensé à ce qui s'était passé en Afrique du Sud au moment de l'apartheid, etc. Et que c'était aussi une question qui lui était venue à l'esprit. Est-ce que vous, en analyste de la situation au Proche-Orient et particulièrement en Israël, est-ce qu'on peut considérer ce phénomène comme un véritable phénomène ou comme un épiphénomène? Est-ce qu'il y a un réel bouleversement dans la société israélienne au niveau des couples mixtes? Pour élaborer cette émission, on a fait quelques recherches. On a du mal à trouver des chiffres clairs, précis, sur le nombre de couples mixtes en Israël. On parle du chiffre de 3% de couples mixtes. Ça englobe les personnes originaires notamment de Russie. 3%, est-ce que on peut parler d'un phénomène? Non, on ne peut pas parler d'un phénomène. Bien sûr, il y a des contacts. C'est-à-dire, là où il y a des corps, il y a des contacts. Donc les gens se rencontrent, surtout dans les universités, surtout à Tel Aviv, à Haïfa, peut-être pas dans les villages, dans les petites villes et les petits villages. Mais enfin,
Mais on ne peut pas parler d'un phénomène. C'est vrai, il y a des flirts, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire les gens ne se marient pas parce qu'ils savent qu'il y a des obstacles. Mais il y a des couples mixtes, qu'on appelle les couples mixtes. D'ailleurs, tous les mariages sont mixtes, même quand c'est entre Israéliens et Juifs. Mais je parle d'un mec israélien, juif, et une fille palestinienne. Ça existe dans l'autre sens. C'est pas un phénomène, mais ça existe. Alors, c'est pas un phénomène, ça existe. Joël, vous, est-ce que vous rencontrez des couples mixtes, même si on est bien d'accord sur le fait que tout couple est donc par définition mixte, mais est-ce que vous en rencontrez et dans quel état sont-ils? Pourquoi viennent-ils vous voir? Quelles sont leurs interrogations? Alors, à vrai dire, ils viennent pas forcément consulter parce qu'ils sont mixtes, parce que c'est pas c'est un choix. Alors, le tout est de savoir comment ils portent ce choix. Et très souvent, on va pouvoir faire un parallèle entre un couple classique, en apparence en tout cas, et un couple mixte. Le problème va se poser sur les familles, l'entourage, le groupe social, les enfants, quand ils vont revendiquer une appartenance ou pas. Et c'est souvent la pression du groupe qui va venir signifier la question. Au départ, la question ne se pose pas vraiment. Le couple se rencontre, deux personnes se rencontrent. Finalement, ça rejoint un petit peu la question du reportage et du film. Deux personnes se désirent, deux personnes s'apprécient. La question de l'élaboration, des problèmes éventuels et du questionnement viennent après, comme pour tout couple. Sauf que là, alors, de quoi parle-t-on? D'un couple mixte en Israël ou d'un couple mixte en dehors? Et là, les problèmes sont différents. Le groupe social n'est pas le même. La famille va se poser en groupe de pression, par exemple. C'est très important, je pense, à l'extérieur. Je pense en France, par exemple. La famille va venir revendiquer l'identité très fortement. Ici, c'est le groupe social dans son intégralité qui va venir... Alors, le groupe social, on en reparle justement, puisqu'en Israël, vous parliez du distinguo à faire entre la France et Israël. En Israël en particulier, il n'y a pas de mariage civil. Non, ça n'existe pas. Donc, si un musulman veut se marier avec un juif, il faut qu'il se marie ailleurs, soit en Europe, soit à Chypre, soit quelque part. À l'étranger, comme ça se fait souvent, finalement, est-ce que c'est pas une façon pour le gouvernement aussi israélien, puisqu'on entend des voix plutôt dissidentes, notamment d'Avigdor Lieberman ou encore de Yair Lapid, qui veulent instaurer le mariage civil? Est-ce que c'est pas une façon, avec cette non-loi, ce non-mariage civil en Israël, de faire pression, le gouvernement qui fait pression pour préserver l'identité juive? Bon, d'abord, il faut faire une distinction. C'est-à-dire le mariage civil, ça n'existe pas en Israël, mais l'État le reconnaît. C'est-à-dire on peut se marier en dehors d'Israël, mais quand on vient ici en Israël, l'État le reconnaît. C'est-à-dire on peut passer la frontière, et puis, mais on ne peut pas le faire d'une façon solennelle, religieusement, donc parce que les religieux, les rabbins, ou le refusent. Mais la pression, là, c'est-à-dire vous savez qu'on est là en état de, pas de guerre, j'allais dire, mais enfin de conflit. Non, pas de conflit, mais d'élection. Et là, tout est permis, c'est-à-dire on peut raconter des choses même si on n'y croit pas. Donc il faut. Mais c'est vrai, au fond de soi, on veut garder cette identité religieuse et on préfère se marier entre eux. Alors, on parle de politique, justement. Je vous propose de voir une partie d'interview de Yolande Zoberman, la réalisatrice donc, de ce documentaire, où elle se défend d'avoir voulu instaurer une chose politique, un fait politique à l'intérieur de ce reportage. Écoutez. And all the movie is about an experimentation. That experimentation with this small camera, with floating in the night of Tel Aviv, and also finding a door that I was looking for since years and years, which was the door of the Arab Israelis, but I never felt like doing something too political on it, though I think the film is political, but as a consequence, not as a first step. Suddenly that was the door to make also appear those people inside the Israeli society.
Joël, je vous voyais faire un signe de mécontentement quand vous entendiez Yolande Zoberman. Oui, parce que je suis pas tout à fait sûre que vraiment ce soit dénué d'objectifs. Alors, voilà, quand même ce qu'il politique. faut dire quand même Je suis pas tout à fait sûre. pour donner à nos téléspectateurs un petit voir ce qui se passe en arrière coulisses. Cette Yolande Zoberman est d'origine juive. Ses deux parents sont polonais, ont subi notamment les affres de la Seconde Guerre mondiale, et elle est en couple avec le co-réalisateur de ce film, qui lui est libanais, si je ne m'abuse. C'est vrai, c'est un journaliste libanais, il est correspondant sur le Proche-Orient du journal Libération, le fameux journal. Donc c'est lui qui a couvert d'ailleurs tout le conflit, la guerre de Liban en 1982. Il y a ces articles sur le conflit israélo-palestinien, sur la guerre. Lui, il a grandi au Liban. Donc finalement, c'est leur laboratoire, le laboratoire de ce documentaire, c'est fait chez eux, Joël ? Oui, je voulais dire que le fait qu'elle annonce pas clairement que c'est un point de vue, une décision, et pourquoi pas une revendication, un point de vue éthique même, voilà, j'aimerais soutenir cette idée. Le fait qu'elle le porte pas clairement vient aussi, selon moi, éclairer aussi la difficulté qui a apporté cette mixité. On est quand même dans un tabou. Par rapport aux autres, on est quand même dans une douleur par rapport à sa propre filiation, et du coup on ne l'affiche pas comme une idée, comme une revendication, et du coup c'est ce qu'elle fait aussi sur son film, à savoir qu'elle pose une question tellement directe et tellement archaïque. Qui veut coucher avec un arabe, ou voulez-vous coucher avec un juif? On est dans des choses extrêmement archaïques, extrêmement pulsionnelles, et c'est ça qui interroge. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'elle veut perturber? Oui, je pense qu'elle veut heurter quelque chose, sauf qu'elle ne le porte pas jusqu'au bout, selon moi. Donc finalement, c'est ça que vous voulez, c'est ce point sur lequel vous voulez insister, c'est cet inconscient qui vient dans les méandres de notre activité au quotidien, qui vient nous influencer sans qu'on veuille le reconnaître, mais tout en continuant. C'est le travail du refoulement, c'est le travail de toutes nos barrières, de tous nos tabous. On en a tous. Il y a des tabous fondamentaux pour l'organisation sociétale. Je pense à l'interdit de l'inceste, par exemple. Et on a tous ces interdits. Vous parlez de l'inceste. Est-ce que finalement, d'une certaine façon, on n'est pas formaté en Israël? Est-ce qu'on n'est pas conditionné? Alors, j'espère qu'on est conditionné à l'interdit de l'inceste, parce qu'aucune société peut fonctionner sans. Ça n'est pas du même ordre, là, par rapport à la mixité des couples, mais je pense qu'effectivement, l'endroit d'où on vient... Je pense qu'on n'est pas seulement en Israël, sur l'organisation d'une communauté. Et justement, ces identités, elles sont fortes, hein, que ce soit l'identité, alors pour le coup, musulmane, l'identité juive. On est dans la frontière, et c'est très imbriqué tout ça, entre la religiosité, l'identité, la culture. Tout ça fait force, fait sens dans l'organisation d'une personnalité. Il faut travailler beaucoup avec soi pour se détacher ou pas de tout cela. Alors, pour faire écho à ces propos, Joël, Samir, est-ce que vous pouvez quitter quelques minutes, votre habit d'universitaire, de professeur et de spécialiste du monde arabe, pour parler un peu plus précisément de votre expérience personnelle? Ce film, ces questions, vous les êtes vous aussi posées? Oui, mais enfin, parce que moi aussi, je me suis marié avec une Israélienne juive, et on vit notre vie normalement. Mais ce qu'il faut... Nous, on a réglé nos problèmes par ne pas revendiquer nos identités. C'est-à-dire, on a effacé nos différences, et on vit... on parle jamais d'islam, de religion, alors, d'Israël. Je vous coupe, Samir. C'est pas une échappatoire. C'est possible d'effacer les différences dans un couple, dans la plus grande intimité qui existe? Effacer, je ne crois pas. Je crois que c'est une stratégie d'approche à moyen terme, parce qu'on n'efface pas une identité. Elle existe, et ce serait bien dommage d'ailleurs de la rayer complètement. Maintenant, comment on peut porter ça face à un enfant?
Ce serait bien dommage quand même que le fruit de cette union n'ait pas du tout Samir, d'ouverture vers ces identités formidables quand même. Vous avez une petite fille. C'est Comment vrai. vous lui enseignez cette différence ou les similitudes aussi que vous avez Pour l'instant, on lui parle en hébreu et puis moi, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Je vais peut-être un jour lui parler de ce que je suis et de je viens. Mais pour l'instant, je lui parle en hébreu, mais elle ne sait pas très bien de je suis. Bien sûr que je vais apprendre comment le faire dans les termes corrects. Il faut pas non plus la choquer parce que elle vit ici, elle ressemble à tout le monde. Je vais pas lui dire que vous êtes pas, tu n'es pas normal, donc tu es différente de tout le reste. Donc je vais peut-être apprendre. Il faut apprendre comment transmettre. Sa différence. Donc, sans Joël, être... comment on transmet la différence sans que ce soit un carcan, sans que ce soit réducteur? Moi, je crois qu'avant de transmettre, et c'est le problème de tous les parents, mix ou pas, quelle que soit leur identité, c'est d'être conscient de qui on est. C'est ça qui fait sens pour un enfant. C'est aussi ça qui fait sens quand on aime des choses. Est-ce qu'on les aime vraiment ou est-ce qu'on les fait par conformité? L'enfant perçoit ça. La question de l'identité, elle est effectivement fondamentale pour un enfant, mais ce qu'il entend, c'est est-ce que papa aime qui il est? Et à ce moment-là, il me le présente. Moi, j'en fais ou pas quelque chose. Mais tout ça, ça nécessite que les parents soient, j'ai presque envie de dire, à l'aise dans leur basket, avec qui ils sont, leur histoire. Et n'oublions pas qu'un individu ne vient pas de la génération spontanée. Il a des parents, il a des grands-parents. Ça a du sens, tout ça. C'est dans une culture, c'est dans une langue, c'est dans des souvenirs, c'est le goût d'un citron, le goût d'une odeur, etc. Tout ça fait partie de ce qu'on transmet à un enfant, j'ai presque envie de dire à son insu. Donc ça passe pas forcément par des choses intellectuelles, mais par un positionnement personnel qui est très important pour l'enfant. Donc ça sera pas dans la... on n'est pas quelqu'un de précis, on n'est ni juif ni arabe, tout ça c'est le côté religieux, mais on a une identité, ça c'est important. Et l'enfant va avoir besoin à un moment donné de savoir où il est enraciné, hein, sur quelle place de l'arbre il est. Ce principe de normalité, il recoupe un petit peu ce besoin de normes. Il recoupe un petit peu ce que vous disiez. On se souvient de la fameuse phrase de Ben Gurion qui disait « Quand il y aura des voleurs et des prostituées en Israël, alors Israël sera un pays normal ». Est-ce que finalement, c'est ce vers quoi tend Israël, d'être un pays normal au sens des valeurs plus européennes? Israël, vous voulez dire? Je sais pas, il n'y a pas un républicain israélien qui embrasse tout le monde. C'est-à-dire, il faut être juif pour être israélien. Et donc, aller vers l'autre, je sais pas, ça va prendre un peu du temps parce qu'Israël a toujours encore des problèmes avec son identité. Et son identité est basée sur cette idée religieuse qu'on est juif et puis on est un groupe identitaire, voire même ethnique. Donc pour régler ces problèmes, c'est vrai, heureusement qu'il y a un État d'Israël, c'est-à-dire l'État d'Israël. Et quand on a un État, on commence à penser autrement. On n'est pas dans les ghettos, on n'est pas dans les mélas du Maroc, on est dans un État. Et donc dans un État, il faut se comporter comme des souverains. Et quand on est souverain, on inclut l'autre, on va vers l'autre, si l'autre accepte bien sûr d'être inclus, c'est-à-dire d'être absorbé par notre culture et notre idée républicaine. Et il n'y a pas d'idée républicaine israélienne, c'est-à-dire à la française. Il y a une idée elle a un noyau religieux qui va peut-être rester là pour quelques années. Joël, vous vouliez réagir? Oui, je disais que parallèlement à ce noyau religieux, il y a aussi l'histoire. L'histoire, ces agressions multiples qui ont construit aussi... chez des personnes, chez un groupe, volontairement j'utilise ces termes, la nécessité d'une reconnaissance et d'une appartenance
Et c'est là où on est très embêté aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas que ce soit une reconnaissance uniquement religieuse, on veut que ce soit une reconnaissance et une appartenance de la terre, mais aussi de l'identité. Et après, quand on voit quelqu'un qui vient d'Europe de l'Est ou quelqu'un qui vient des pays du Moyen-Orient ou autre, on se rend bien compte que c'est compliqué. Alors on se réfère à une soirée de Shabbat, on se réfère pour avoir une identité commune. Mais finalement, c'est quand même très compliqué. Très compliqué, mais c'est un souci d'appartenance qui est nécessaire aussi à la construction. Alors, je voulais qu'on rappelle un petit peu cette personnalité qui importante autant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Giuliano Meir Khamis, il a participé à ce documentaire, vous le voyez sur ces images. Il a été tué dans des circonstances qui sont encore non élucidées, mais qu'on attribue, c'était a priori un meurtre islamiste. Giuliano, que vous voyez, était juif par sa mère, musulman par son père. Amos Gitaï disait de lui qu'il avait fait un pont de son corps. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il était apprécié ni d'un côté ni de l'autre? Il était autant désapprouvé d'un côté que de l'autre. Et il a d'une certaine façon jamais trouvé sa place réellement au sein d'aucune société. Est-ce que c'est ça le risque aussi? C'est sans tomber dans un extrême ou dans des raccourcis trop rapides, c'est d'enfanter des identités qui ne savent pas trop où elles en sont et qui ne sont ni bien là ni bien là-bas. Alors, l'intérêt là dans cette question, c'est de dire là-bas ou là. C'est la question de la terre. Je pense qu'un personnage comme celui-ci peut vivre effectivement en France, en Angleterre, en ayant une identité ou plusieurs et en revendiquant ces identités sans que le groupe social vienne faire une pression trop importante. Là, le choix était d'être ici. Alors ici, voilà, deux communautés se revendiquent la propriété de la terre et du coup, ça pose souci. Pour donner un exemple, moi, je connais des personnes issues de couples mixtes arabes, juifs, etc., qui vont avoir des difficultés à se situer, mais qui vont finalement porter cette identité, en faire quelque chose. Ici, c'est quand même plus compliqué. J'ai une dernière question, Joël, et on va terminer là-dessus puisque le temps vient à nous manquer. Finalement, pour résoudre, le mot est grand, mais pour résoudre ce conflit entre Israéliens et Palestiniens, est-ce qu'il ne faudrait pas, en plus de toutes ces discussions politiques, qu'on ait un psychanalyste derrière ? Je ne sais pas si un psychanalyste suffirait, mais je pense qu'effectivement, le respect de la différence, le respect de la spécificité et le respect des similitudes. Parce que quand même, quand on revient sur l'histoire, il y a tellement de similitudes entre les communautés, sauf qu'il faut aussi que chacun apprenne à respecter et à apprécier ce qu'est l'autre sans en faire, et je reviens sur la notion qu'il y avait dans le documentaire, qui m'a un petit peu gênée là pour le coup, de la question de l'ennemi. Est-ce que l'ennemi est collectif ou individuel? On le voit, individuellement, il n'y a pas d'ennemi. Mais la reconnaissance mutuelle, le respect mutuel des spécificités des uns des autres, je ne sais pas si c'est juste un psychanalyste qui va aider à ça, peut-être le temps, peut-être beaucoup de choses. Mais... Samir, le respect et une histoire à prendre individuellement, chaque individu particulièrement, c'est votre conclusion aussi? Ben oui, le respect de l'autre, c'est-à-dire l'autre dans sa différence, c'est-à-dire il faut respecter la différence de l'autre et puis accepter, je veux dire, il ne faut pas juger, c'est trop facile, il faut accepter, et même quand on ne comprend pas, parce que nous on a un problème, il faut comprendre tout et rendre tout logique, c'est-à-dire accepter l'autre, même dans son incompréhension, c'est-à-dire même quand on ne comprend pas, même quand on est contre, même quand on ne sait pas ce que c'est, il faut accepter. Accepter l'autre même dans ces couloirs un peu plus sombres et ces zones un peu plus inexplorées. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur ce plateau et de nous avoir éclairés sur nos parties d'inconscient. Voilà, c'est donc ainsi que nous refermons cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres invités, d'autres questions d'actualité, d'autres confidences également. Même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. D'ici demain, portez-vous bien.